Pour écrire, par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison, c'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison, c'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. C'est le deuxième invité du mois. Richard Ndoye est avec nous. Le titre de son livre Enfant perdu. Lui, il est né le 16 novembre 1980 en Gaoundéré. Eh bien, Richard Ndoye a été élevé par ses grands-parents qui lui ont inculqué les valeurs traditionnelles. Après ses études primaires, il entre à la fonction publique comme agent temporaire au ministère des Finances en 1998. Parallèlement, il poursuit ses études en cours du soir et obtient ses diplômes d'enseignement secondaire qui lui ouvre les portes de l'université de Yaoundé 1 et opte pour la filière anthropologie afin d'approfondir ses connaissances sur les valeurs traditionnelles africaines. Enfant perdu est son deuxième livre. Richard Ndoye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Jean-Jacques. On va, se débarrasser des messieurs, on va simplement se tutoyer si cela ne vous dérange pas. Je suis tout de suite. Alors, Enfant perdu, le livre a été récemment présenté à Yaoundé. Comment déjà la dédicace s'est déroulée? Quel a été l'accueil réservé à ce livre qui est le deuxième pour vous? Déjà, je peux dire merci à Dieu parce que la dédicace a été bien faite et tout était rassemblé pour que les choses se passent dans la norme et les choses se sont passées vraiment dans la norme. Avec un panel bien fourni. Hein, exactement. Un panel bien fourni quand même. Oui, avec les professeurs d'université qui ont jugé le projet utile et pour cela il fallait qu'eux-mêmes prennent ça en main pour pouvoir accompagner la société dans le combat que nous menons. Il y avait le patriarche Bingono, qui n'était pas seul sur le panel et qui a certainement apprécié le contenu de l'ouvrage. Exact, avec également aussi le chef du département, le professeur Paul Abouna, qui a voulu lui-même faire la note de lecture pour pouvoir apporter un peu plus de visibilité dans ce que nous faisons. Est-ce que avec le premier livre et le deuxième, on peut dire qu'il y a une suite logique des événements? Est-ce qu'on pourrait dire que la première fois ou le premier livre, c'était d'abord l'entrée en matière et que maintenant, on sait désormais où est-ce qu'on va, quelle est la trajectoire à emprunter? Oui, vous savez que on a toujours un départ. Et les débuts sont difficiles. Maintenant, nous ne sommes plus à l'essai, nous sommes maintenant à la pratique proprement dite. Et à ce niveau déjà, on peut dire qu'on peut déjà se déclarer écrivain ou alors... Oui, en tout cas, on s'est déjà définitivement lancé. Oui, on s'est définitivement lancé comme vous venez de le dire. Enfant perdu. Le livre est inspiré de quoi? Des faits vécus autour de soi, de sa propre réalité à soi, ou alors des choses observées? Le livre, le titre Enfant perdu ici n'est pas venu d'une manière anodine. Oui. Parce que c'est d'abord un vécu personnel, puisque moi-même qui vous parle, je suis un enfant abandonné. Et
vu mon vécu, alors j'ai voulu passer par là pour atteindre la cible, à savoir les enfants qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre. Et en plus, j'ai également observé la société pour voir tout autour de moi ce qui va et ce qui ne va pas. Oui. Et l'idée donc de enfant perdu est arrivée. Et vous êtes sans ignorer que Nédoncet disait, on écrit ex nihilo. Donc on écrit ex nihilo. Ça veut dire qu'on part d'une histoire, d'un vécu pour pouvoir créer. Et ici, c'est de la réalité que moi j'ai vécu, ma réalité personnelle et la réalité sociétale. Déjà, il y a la première des couvertures qui parle assez bien des enfants. Les enfants avec, on va dire, des cheveux, pas tout, enfin, pour certains bien soignés et pour d'autres pas du tout. La première des couvertures avec quoi comme symbole les messages à renvoyer au lecteur qui tient dans ses bras ce livre? La première des couvertures ici nous renvoie à notre société, la réalité de notre société. Parce que vous n'allez jamais voir des enfants qui sont perdus, bien vêtus ou bien alors bien habillés. Ce sont ceux-là qui sont toujours délabreux, ils sont mal coiffés, ils sont mal chaussés et tout ça là pour montrer ici c'est-à-dire comment ces enfants souffrent. Parce que ici la couverture nous montre comment ces enfants souffrent dans la société. Alors si ces enfants souffrent, ça veut dire que quelque part il y a négligence. Et pour attirer l'attention, que nous devions nous responsabiliser et voir la situation de ces enfants qui souffrent dans la société. Oui. Alors, voilà pourquoi on a choisi la couverture de ces livres pour nous interpeller les uns et les autres à regarder aussi nos enfants. Parce que ces enfants-là, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est nous-mêmes qui les avons sollicités et pour cela on ne doit pas les abandonner. Voilà pourquoi l'objet de la couverture que vous voyez présent. Alors c'est vraiment une histoire très belle, qui est bien racontée, avec des termes tout à fait simples. On peut dire que le livre peut être lu par monsieur tout le monde. Il y a quand même quelques particularités avant d'entrer dans l'histoire. Il y a cette volonté de raconter l'histoire autour parfois des villes. Konfogo, on a Minta, on a les villes comme Douala, les villes comme Yaoundé. Alors pourquoi est-ce qu'autour ou dans un roman on décide de faire œuvre d'historien? Ici, mon objectif ici c'est d'abord de vendre l'image de mon pays. Parce que je crée cette histoire pour essayer d'amener les uns et les autres à vivre ce que mon pays vit aux yeux du monde. Oui. D'où vous allez voir Minta, qui est la ville où tout a commencé et qui va certainement, l'histoire finira par ce Minta. Parce que l'histoire en elle-même, elle n'est pas encore terminée. Nous ne sommes que au milieu de l'histoire. Parce que effectivement les deux êtres, je veux dire les deux personnages qui sont vraiment au centre ne se connaissent pas encore. Ils ne se connaissent pas encore. Oui. Mais vraiment on va laisser d'abord l'histoire. Allons-y d'abord sur l'histoire. Oui. Maintenant, autour des villes, des localités. Oui, autour des villes. Et si je l'ai fait, parce que je suis en train de dénoncer également notre système éducatif hérité de la colonisation, que ceux-là même qui avaient ce système d'éducation ne pratiquent plus. Parce que notre système éducatif est obsolète. Oui. Et pour cela, il faudra que nous passions à autre chose. Nous essayons aussi de copier de nos voisins et pourquoi pas ailleurs pour pouvoir s'améliorer. D'où l'histoire commence dans les années 72. Oui. Jusqu'aujourd'hui et qui est encore loin d'être terminé. Parce que si nous n'avons pas, si nous ne faisons pas la réforme du système éducatif, on aura toujours ce problème d'éducation de nos enfants. Pourquoi être allé chercher aussi loin en termes d'années? Oui, aller chercher loin en termes d'années parce que ici il fallait mettre en exergue l'ancien système parce que il y a déjà eu une première réforme du système éducatif camerounais.
Mais ce système ne répond toujours pas aux attentes de la population. Parce que nous sommes appelés à nous développer. Et on ne peut pas se développer avec un système qui est dépassé. Nous devions maintenant penser une nouvelle façon de voir notre société. Comment les autres ont fait pour arriver à ce niveau. Ils ne sont pas restés là. À calquer sur un modèle ancien. Oui. Il y a le modèle ancien, mais ils ont ajusté avec des modèles nouveaux pour pouvoir arriver à... Il y a une certaine évolution, en tout cas, qu'on peut voir. Oui. On voit l'évolution au niveau de la transformation des villes camerounaises très tôt. Comment les villes se sont transformées des années 1900 et aux années 2000. L'histoire est racontée de façon, chronologique. Avec une ville de Yaoundé qui a encore celle qui est bien connue de l'ancien temps, le cinéma Abia, le cinéma Lorex. Oui, quelques charmes. Pourquoi aller chercher aussi loin, Est-ce qu'on est nostalgique de ce temps-là? Oui, puisque si déjà je reviens c'est-à-dire au patronyme, ici c'est pour montrer à ceux-là qui ont vécu cette période de se rappeler des choses qu'ils avaient vécues à ces moments-là. Et que ces choses n'existent plus, mais qu'on peut retrouver également sur le net, sur, disons, dans les livres d'histoire. Parce que ces histoires que je raconte ne sont pas des histoires anodines. Ce sont des vécus. Alors vous allez voir par exemple, aujourd'hui on ne parle plus du cinéma Rex. Pourtant, le cinéma Rex a bel et bien existé. Vous voyez? Vous allez voir, par exemple, on parle par exemple de la colline de Kolmvongo. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça parce que le monde est dynamique. Plus le temps passe, plus les choses changent. Et maintenant, pour rappeler que ici, nous avons eu, par exemple, une histoire pareille ou bien une structure qui était érigée ici, alors il faut que ceux-là qui étaient là doivent se rappeler. Oui. Et c'est également ma manière à moi de vendre l'image du pays à l'extérieur. Vous avez décidé de consigner tout cela dans un roman. Oui. Alors l'histoire commence effectivement à la colline de Nkolmvongo. C'est une famille paisible qui vit mais qui a un réel problème, la difficulté d'avoir un enfant. Et dans nos sociétés africaines, cela n'est pas pardonné. Cela donne quelquefois lieu à, on va dire, une forme de marginalisation. Avoir un enfant en Afrique, c'est quelque chose de primordial, surtout dans la mesure où il faut continuer à pérenniser l'héritage familial. Alors pourquoi les enfants aujourd'hui, même aujourd'hui encore, ce débat est posé, lorsqu'un couple n'arrive pas à procréer, cela est objet de moquerie, de discrimination. Justement, lorsque je décrit notre premier chapitre, la naissance de Nanga, c'est pour montrer comment l'héritage est sacré en Afrique. Parce que quand une famille se décide d'aller épouser une femme, c'est que cette famille attend de la jeune épouse, ce sont des enfants. Vous avez dit une famille décide d'aller épouser une femme. Oui. Ça veut dire que c'est pas une histoire d'individu. Oui, c'est pas une histoire d'individu. Oui. Alors, parce que à ce niveau, c'est que cette famille attend de cette épouse, ce sont les enfants qui pourront pérenniser la génération. Alors, si aujourd'hui, si la femme, par exemple, ne parvient pas à faire des enfants au bout d'1 an, 2 ans, les doutes commencent à naître. Et à partir de là, la famille commence déjà à chercher une autre femme pour remplacer celle-là qui n'arrive pas à enfanter. Oui. Et c'est un problème qui est vraiment réel. Et dans la mesure où on ne cherche pas la femme pour le jeune garçon, cette famille n'est plus visitée. On la marginalise, on la laisse de côté et parfois on la traite de sorcière, qu'elle est celle-là qui mange ses enfants. Et pour cela,
on ne la visite plus. Les marmites même qui devaient être chauffées chez elle, on ne les utilise plus, ainsi de suite. Oui. Et les autres femmes, ceux-là qui sont à l'âge de procréer, ne passent plus à côté d'elles de peur qu'elles les transmettent le sort. Voilà pourquoi... La forme de malédiction, oui, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir enfanter. Oui, voilà pourquoi j'ai pris ici le cas de la naissance de Nanga. Et vous allez constater que la naissance ici chez nous est sacrée. Chez nous les Bantous en général. La naissance est sacrée. Dans la mesure où nous avons par exemple la naissance d'une fille, telle que je l'ai décrit, nous avons 4 jours des rites traditionnels avant de présenter l'enfant au grand public. Si c'est un garçon, c'est 3 jours avant de présenter l'enfant au grand public pour pouvoir préparer l'enfant maintenant à affronter notre monde. Oui. Parce que cet enfant qui est là, à cet instant, cet enfant ne nous appartient pas encore. Il faut des rites et des gardiens de la tradition pour pouvoir protéger cet enfant qui doit maintenant entrer dans notre monde et vivre avec nous. Voilà pourquoi... Ce sont des usages qui ne se pratiquent plus aujourd'hui, malheureusement. Oui, ce sont des usages qui ne se pratiquent plus. Et c'est à tort. Et c'est à tort. Parce que ça ne respecte pas la tradition. On a dit, il faut des rites traditionnels lorsqu'on a un nouveau-né. 4 jours pour le petit garçon. 4 jours pour la fille. Pour la fille. Et 3 jours pour le petit garçon. Pour le petit garçon. Et c'est la même chose aussi avec le décès. Quand par exemple, il y a décès pour la femme, on a 4 jours des obsèques. Pour l'homme, on a 3 jours des obsèques. Oui. Pour pouvoir maintenant remettre celui-là qui est venu vivre avec nous aux ancêtres. Parce que nous avons un autre monde qui est de l'autre côté. Parce que ceux-là, ils nous ont juste prêté leur enfant. Oui. Et nous maintenant, le moment venu, on doit aussi leur remettre ce qui leur revient de droit. Le personnage au cœur de l'histoire, c'est Lucie Nanga. Le nom Nanga a une signification particulière, c'est-à-dire que chez les Bantous, on ne donne pas le nom à un enfant n'importe comment. Il y a toujours un symbole, il y a toujours une signification et certainement, c'est selon la destinée qu'on veut voir l'enfant atteindre. Oui, le nom Nanga ici, chez les Bétis en général, c'est une albinos. Vous voyez? Et la science nous dit que l'albinos, c'est lorsqu'il y a manque de mélanine que nous avons l'albinos. Et les Bétis ont trouvé le nom pour les albinos. Tandis que dans d'autres sociétés, on n'aime pas entendre parler des enfants albinos. Lorsqu'ils naissent, on les élimine à la naissance pour ne pas attirer l'attention. Pour eux, c'est une malédiction. Parce que nous sommes noirs et pour cela, on ne doit pas avoir un enfant en manque de mélanine. En manque de mélanine d'une autre peau différente de la nôtre. Des préjugés. Oui, et des préjugés. Oui. Donc, voilà pourquoi vous allez voir les noms qui sont là dans les noms des personnages ne sont pas choisis au hasard. Et maintenant, donc, ce Nanga, c'est le nom d'une grand-mère. Elle était forte de caractère et elle hérite ce nom d'une grand-mère qui, après avoir consommé de la chair de l'éléphant, et à partir de là, elle est née, l'enfant Nanga né. Vous voyez? Et maintenant, donc, quand elle naît, elle est donc albinos. Oui. Et à partir de là, on a donc j'ai donc donné le nom Nanga, qui est le personnage central de notre livre. Il faut dire qu'à l'intérieur, là vraiment, ce sont on va pas dire ce sont des éléments importants à côté qui sont donnés dans le livre, notamment même en termes de langue. Vous utilisez des éléments linguistiques qui sont propres à vous et cela permet peut-être de résoudre une problématique, on disait, de la littérature africaine. Il faut quand même que la littérature africaine ou camerounaise ait des éléments, des segments qui permettent de l'identifier des autres littératures qui sont françaises ou francophones simplement. Parlons des enfants perdus. On se rend compte que, sans toutefois raconter l'histoire, parce que
Les auditeurs vont découvrir l'histoire en lisant le livre. Nanga, c'est une jeune fille qui grandit au village. Plus tard, après son CEP, va en ville. Et d'abord au CS, on va dire premier cycle. Au deuxième cycle, elle est obligée d'aller dans un grand lycée où elle a une certaine notoriété, elle bénéficie d'un certain nombre de faveurs parce que ses parents, je vais dire, son tuteur. Et oui, Monsieur Avomé est financièrement assis et donc forcément cela attire l'attention. Mais à côté de, on va dire, de cette opulence matérielle, il y a malheureusement l'absence du tuteur et à l'absence des parents, ce qui va finalement amener la jeune fille à se perdre. C'est une fille brillante à l'école, première de la classe, et puis tout d'un coup, elle commence à avoir de la mauvaise compagnie, et donc, ses notes dégringolent, et elle finira par s'enfuir. Alors finalement, le message qu'on essaie de dire ici, c'est que lorsqu'on a des enfants, c'est un investissement, il faut s'investir, il faut être présent, et beaucoup moins absent. Le matériel ne remplace peut-être pas toujours les parents, il faut être présent pour une éducation effective. Est-ce vraiment le message qu'on essaye de porter lorsqu'on présente d'abord ce premier segment de l'histoire? C'est ce que vous venez de résumer ici, à savoir l'éducation informelle et formelle. Oui. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens et mettre à la disposition des enfants, et puis tout de suite, on se dit, voilà, j'assume les responsabilités qui sont les miennes. Les miennes. Vous voyez, l'éducation informelle, c'est celle-là qui est assumée par le parent ou bien les parents à la maison. Oui. C'est-à-dire, l'enfant, lorsqu'il se lève le matin, la première des choses, c'est dresser son lit. Là, ce n'est pas à la société de le faire. Il doit savoir prendre son bain et savoir comment se tenir à table avec toute la famille. À l'époque, il y avait le cours de civisme où l'enseignant apprenait aux enfants comment on devait se comporter. Là, c'était juste compléter ce que le parent faisait déjà à la maison. Oui. Ça, c'était le droit de la société. Aujourd'hui, ce cours n'existe plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le parent rejette sa responsabilité d'éducation à la société, qui devrait faire 70% et la société 30%. Maintenant, la société rejette également sa part de responsabilité d'éducation formelle de 70% aux parents et dit, ok, voilà, le parent va faire et puis moi, je fais le reste. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, nous avons nos enfants que nous envoyons à l'école. Les IPAD là, c'est pour apprendre le savoir. Oui. Pour s'intégrer dans la société. Alors, on arrive et puis nous avons notre cours de géographie. Une fois qu'on a notre cours de géographie, l'enseignant met le titre au tableau. Un exemple, les Grassfields. Et il demande aux élèves d'aller faire des recherches à la maison. Le lendemain, ils vont essayer de débattre dessus. Il y a des familles ici qui n'ont même pas, excusez-moi du terme, le téléphone qu'on appelle Tchoronko. Vous voyez, pour revenir au langage ordurier. Pour ne pas dire Android. Maintenant, lorsque l'enfant revient le lendemain, tous ceux-là qui n'ont pas pu faire des recherches, on les met de côté. Ils sont là dehors, ils divaguent là, à gauche et à droite. Et quand un enfant n'est pas occupé, la seule chose qui lui reste, ce n'est que le vagabondage. Il passe par la porte des étoiles. Il passe par la porte des étoiles. Oui. Et ce sont ces enseignants-là qui renvoient les enfants à la perdition. D'où... Ce sont les enseignants. Oui, ce sont les enseignants et les parents.
les enseignants d'un côté. C'est également les enseignants et les parents. Alors, cependant, les enfants se retrouvent au milieu comme une balle de handball où tu lances, je te relance. Alors, généralement, on disait qu'on va à l'école pour avoir de l'instruction. Et en ce qui concerne l'éducation, c'est aux parents de faire l'éducation de leurs enfants. Maintenant, la question que je m'en vais vous poser, généralement, les parents disent « Je te paye l'école, qu'est-ce que tu veux ?» Est-ce qu'il y a comme un abandon de responsabilité de la part des parents? Si oui, est-ce qu'on est formé, est-ce qu'on est suffisamment préparé à être parent? Déjà, il y en a ici qui ne sont même pas formés à être parents. Parce que pour eux, être parent, c'est avoir des enfants, les envoyer à l'école, les acheter les beaux vêtements et des jouets et mettre tout à leur disposition. Le parent est celui-là qui sait ce qui est bien pour sa progéniture. Tandis que l'enfant, lui, tout ce qui est beau l'intéresse. Or, dans ce qui est beau, il y a également le danger. Et c'est le parent qui doit savoir ce qui est danger et ce qui ne l'est pas. Donc, à ce niveau, la responsabilité revient aux parents d'assumer les choix de son enfant. Parce que ce n'est pas parce que votre enfant va vous dire « Ok, je veux par exemple une arme. » Et vous êtes sans ignorer que l'arme, c'est quelque chose qui est dangereux. Ou alors vous êtes peut-être homme en tenue et vous venez là, vous déposez votre arme au vu et au su de tout le monde. Où l'enfant peut jouer avec. Mais quand l'enfant va jouer avec et qu'il va dégainer sur un camarade, c'est vous qui êtes en danger. Parce que vous n'avez pas protégé l'enfant et vous ne vous êtes même pas protégé. Alors Richard Ndoye, vous avez présenté quand même plusieurs cas de figure. Vous avez une Lucie Nanga, qui est vraiment le personnage principal, qui rencontre d'autres enfants. Est-ce que le parent est toujours avec les enfants à l'école? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un droit de regard sur le type de compagnie que nos enfants ont dans les établissements scolaires ou même dans les quartiers? Comment est-ce qu'on fait pour filtrer les amitiés de ces derniers? Déjà, pour filtrer les entrées, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. On peut y arriver. Dans la mesure où votre enfant rentre, vous contrôlez ses amis. Vous lui dites, cet ami-là, il ne me plaît pas parce que ses agissements et son comportement ne sont pas en adéquation avec les règles de notre famille. Oui. Donc il est bon de faire de temps en temps venir les amis de vos enfants à la maison. De temps en temps, même si vous ne parvenez pas à faire venir les amis de vos enfants à la maison, il est également temps aussi d'aller de temps en temps à l'école. Parce que quand vous allez là-bas, ce n'est pas seulement pour vos enfants, mais également aussi pour être en adéquation avec le milieu que votre enfant fréquente. Parce qu'il peut arriver que dans le milieu, il y a des âmes de mauvaise foi. Oui. Vous voyez? Et à ce niveau, vous êtes déjà prévenu. Et on peut attirer votre attention sur les dangers qui peuvent exister dans ce milieu. À vous maintenant de faire la part qui vous revient, de sauver votre enfant. Parce que l'enfant, lui, ne connaît pas ce que c'est que le danger. Pour lui, tout ce qu'on lui présente est beau, et tout ce qu'on lui présente est or. Alors, vous avez présenté plusieurs enfants. Des enfants qui peuvent quitter l'école pour aller regarder des films au cinéma, qui peuvent aller boire de l'alcool, qui peuvent effectuer des sorties dans des restaurants huppés. Pourtant, les parents savent qu'ils ont des enfants qui n'ont peut-être pas suffisamment de moyens. Alors, qu'est-ce qui amène une telle déperdition, que ce soit sur le plan scolaire, même à la maison? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À qui finalement la faute? Aux enseignants qui ne peuvent pas faire tout le travail, aux parents qui ne sont pas toujours là parce qu'ils sont très occupés dans leurs activités au quotidien, leur travail parfois très stressant, eux aussi ne peuvent pas être là tous les jours. Comment est-ce qu'on arrive à éduquer ces enfants en les mettant à l'abri de toutes ces perditions? La faute ici revient à la société en général.
Parce que nous devions faire ce qui nous revient comme responsabilité. Le parent de l'autre côté doit savoir que lorsque son enfant, c'est-à-dire toutes les sorties et les entrées de l'enfant doivent être contrôlées. La société également. Hier, il y avait une bonne loi qui interdisait, par exemple, l'implantation d'un bar à proximité de l'école. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Parce que chacun maintenant veut son gain. Alors, il est capable d'aller corrompre les autorités compétentes pour implanter son établissement près d'une structure scolaire. Peut-être que vu qu'il laisse son gagne-pain. Donc ici, la responsabilité n'est pas seulement d'une seule personne, mais c'est la société en général, à savoir les parents, la société. Parce que les décideurs doivent frapper du pain sur la planche et nous allons revenir à la normale. Parce que hier, il y avait une bonne éducation. Nous avons eu des modèles. Je prends un exemple très simple. Lorsque nous étions petits, à chaque... tous les matins, on récitait d'abord les leçons de la veille avant d'entrer en classe. Oui. Et même pour sortir, il fallait réciter les tables de multiplication. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, ce n'est plus le cas. Chaque lundi, il y avait... C'est-à-dire, il fallait réciter les leçons de la semaine avant de commencer une nouvelle semaine. Et nos maîtres et nos enseignants étaient des dieux où on adulait. Ces gens étaient des exemples à suivre. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vous ai dit, pour devenir anthropologue que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été fasciné par Bingono Bingono, qui est mon maître. Je l'entendais à la radio, mais je ne l'avais jamais vu de face. Quand je suis arrivé en fac, j'ai cherché la filière. Et quand on m'a parlé de Bingono, je me suis dit, ah, voilà la filière que je cherchais depuis. Et à partir de là, s'il était un modèle négatif, aujourd'hui, je ne serais pas arrivé à ce niveau. Pabé Mongo, aujourd'hui, que je lis son livre, s'il était un modèle négatif, je ne serais pas cet écrivain aujourd'hui. Parce que ces gens étaient des modèles. Aujourd'hui, quels sont ces personnages que nos enfants adultes aujourd'hui? Vous allez voir les PDD, les... je ne sais pas, qui sont là tout le temps. Il n'y a pas de bons modèles. Il n'y a pas de bons modèles. Oui, il n'y a pas de bons modèles. Ils sont là dans la perdition totale. À savoir la drogue et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, il y a aussi... Peut-être que les enfants sont très émancipés. Dans le livre, on peut voir que ce sont des enfants qui ont décidé de fuguer de la maison familiale, qui ont fait plus d'une dizaine d'années à l'extérieur. Elles vivaient d'escroquerie. Vous revenez même d'ailleurs sur cette période de 1990 où la fémania était devenue un phénomène tout à fait naturel. Des personnes qui essayaient d'abuser de la naïveté, j'appelle naïveté, mais peut-être de certains. Vous revenez sur le phénomène Coigne Donatien. Je pense très bien. Parce que lui, il avait poussé le bouchon beaucoup plus loin. Et qu'il a trompé des chefs d'État et autres. Vraiment, c'est bon de temps en temps d'aller regarder l'histoire. Quand je disais, le livre, c'est pas un roman simple. C'est-à-dire que il fait œuvre d'histoire. Parce que on passe vraiment de Yaoundé, Douala. Vous permettez aux lecteurs de se balader, aller dans le Grand Nord, revenir, aller à Kribi, ainsi de suite. Des zones pas très connues, enfin, pour ceux qui ne bougent pas beaucoup, ça permet d'entrer en contact. Mais il y a un élément quand même qui marque, c'est que une jeune dame va accoucher, elle va mettre au monde un enfant, ses camarades vont choisir de partir avec l'enfant. Elle fera la prison, mais ne saura pas où se trouve son enfant. Et son enfant sera malmené. Il y a deux éléments qui nous intéressent ici. Le premier élément, comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes filles arrivent avec une telle facilité à enfanter, ensuite accoucher et puis jeter les enfants? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, ce phénomène est récurrent. Des enfants, des jeunes filles qui accouchent
et qui veulent juste la liberté. Parce que ici, c'est la liberté. Une fois qu'ils savent que l'enfant va les condamner à ne plus vivre, alors il faut se débarrasser de cet enfant. Donc à défaut d'avorter, oui, on se débarrasse oui, de l'enfant. à défaut d'avorter, il faut se débarrasser de cet enfant. Et ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand vous regardez le livre en question, si vous parcourez le livre du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Béling à Dieudonné, oui, elle avait déjà fait 7 avortements. Oui. Et 6 avortements, autant pour moi. Et c'est le 7e qui... L'enfant refuse délibérément de sortir. Il s'accroche à la vie. Il s'accroche à la vie. Voilà pourquoi je peux convoquer ici notre chanteur Denis Elwood. Oui. Avec sa célèbre chanson oui, où l'enfant s'est accroché aux lianes de sa mère pour pouvoir vivre. Parce que lui aussi, il veut goûter cette vie. Et ici, le chiffre 7... n'est pas un chiffre anodin. Vous êtes sans ignorer que c'est le chiffre de la maturité. Alors, ici, l'enfant veut aussi vivre parce que tu en as déjà tout fait. Et là, ce n'est pas seulement l'enfant, parce que c'est aussi Dieu qui dit que non, tu en as déjà trop fait. Cet enfant-ci pourra peut-être te sauver un jour. Et alors, je ne voudrais pas que cet enfant-ci, tu te débarrasses de lui. Et d'ailleurs, ça a été le seul enfant. Et ça a été le seul enfant. Et quand l'enfant est né, ses camarades et lui, parce que Nanga Lucie, c'est une très belle femme, que tout le monde, malgré sa vieillesse, tout le monde lui courait après. Mais il fallait que les gars se débarrassent de cet enfant. Et Nanga a dit que non. Étant donné qu'il y a un couple qui cherche un enfant depuis longtemps, pourquoi pas aller déposer cet enfant-là? Et c'est ainsi qu'ils partent ensemble déposer l'enfant devant le portail de ce couple. Le couple, c'est une manne tombée du ciel, va récupérer cet enfant et par la suite sera frappé par sa propre famille qui n'avait Dieu que pour la richesse du couple. Parce que pour eux, il est inconcevable que un couple qui est également riche et où ils vont profiter des biens du couple. Alors pour eux, il est inadmissible que ces couples aient des enfants. Oui, surtout un enfant qui ne soit pas un enfant de sang. Exact. Parce que l'enfant a été adopté. Il y a beaucoup de réalités, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. À l'intérieur, on trouve vraiment de tout. Déperdition scolaire, concubinage. On trouve à l'intérieur des relations basées sur le matériel, dont l'intérêt, à l'intérieur la fémania. On trouve même jusqu'aux empoisonnements, assassinats. Parce que oui, un empoisonnement qui mène à la mort, forcément c'est un assassinat. Exact. Et on espère qu'il y aura la suite. Parce que jusqu'à présent, la femme à qui on a enlevé l'enfant, c'est-à-dire Nanga, sait que son enfant existe, mais elle ne sait pas où se trouve ce dernier. Dieudonné va même rencontrer sa mère sans savoir que c'est la sienne. Donc, il faut lire le livre. C'est une belle histoire, en tout cas, je conseille vivement aux uns et aux autres. Richard Ndoye, je vais vous remercier parce que j'ai pris plaisir à vous lire et également à vous écouter cet après-midi. Merci Jean-Jacques Foucault, c'est moi je suis vraiment très content d'être reçu dans votre maison et je pense que on aura encore une autre occasion pour en discuter encore davantage. Merci. Alors, le livre a été publié aux éditions Dinember et Larember, évidemment. Enfant perdu, Richard Ndoye, si vous voulez le lire, venez vers nous. Et nous saurons vous montrer le chemin pour arriver vers l'auteur. Merci à Ulrich Kemwe qui était à la mise en onde de cet après-midi. Il est d'ailleurs assisté de Romia Lekoumet, très affairé de son côté. Ryan Bida pour la diffusion sur les plateformes internet. Coordination éditoriale, une affaire d'Ebel Bellassamari. Coordination centrale, Jean Patient Sala, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. Supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Présentation Jean-Jacques Foucault. Pour le point littéraire, je vous reviens lundi exactement à 15h
sur 88.4. La radio ne s'arrête pas. Tout de suite, c'est Diplomatie en mode majeur. C'est lundi. Jean Patiente Salah. Bon après-midi.